C'est bon? Alors, l'histoire. Chez vous, vous avez vu à travers des vidéos, à travers des lectures, tout ce qui a suivi la Révolution française, et notamment l'époque napoléonienne. La vie de Napoléon a été absolument incroyable. Comme il a dit sur la fin de la vie, quand il racontait ses mémoires, « Ma vie fut un roman ». C'est vrai que sa vie fut un roman. Et dans le monde, le personnage sur lequel on a le plus écrit de livres, c'est pas Jésus, c'est pas Mahomet, c'est pas le Bouddha, c'est Napoléon. Tellement que son histoire est incroyable. Il va profondément marquer l'histoire du monde, et bien sûr l'histoire de France, puisqu'il était l'empereur des Français. Alors, que dire sur la fin de son règne? Comme vous avez pu voir, il va s'échapper de l'île d'Elbe où il était prisonnier pour revenir en France, reprendre le pouvoir pendant 100 jours, pour finalement perdre la dernière et ultime bataille, Waterloo, pour être de nouveau fait prisonnier à Sainte-Hélène. Il y a beaucoup de mystères autour de la mort de Napoléon. Parce que plusieurs théories s'affrontent. Notamment le fait qu'il était prisonnier et il va péricliter très vite. Alors on s'est demandé s'il n'était pas empoisonné. Et il avait des douleurs au ventre, tout ça. Et sur des mèches de cheveux qu'on avait découpées à sa mort, qui ont été analysées après coup, on a trouvé des traces d'arsenic qui étaient un poison. Donc on s'est dit, ah ben ça y est, les Anglais ils l'ont empoisonné, etc. Sauf que il pouvait y avoir d'autres origines, d'autres sources d'arsenic dans l'atmosphère qui n'étaient pas forcément liées au fait qu'il l'aurait avalé. Alors il faudrait faire l'examen de son corps pour voir si c'était un empoisonnement ou pas. Autre mystère, quand il va être inhumé dans une tombe, Louis-Philippe, dont on va parler, va le faire rapatrier en France pour lui faire son tombeau aux Invalides. Tombeau digne de Pharaon. Et quand les soldats vont venir récupérer sa dépouille, ils vont ouvrir le cercueil, et il y a des choses qui avaient bougé dans le cercueil. Donc apparemment, le cercueil aurait été ouvert après son inhumation. Il y avait des médailles qui avaient disparu, des choses qui avaient été pas au même endroit, donc c'était bizarre. Et certains ont dit que ce n'était même pas lui qui était dans le cercueil. Alors donc si ce n'était pas lui, qui était dans le cercueil? Il se disait que le roi d'Angleterre voulait avoir la dépouille de Napoléon sous ses pieds dans la cathédrale de Canterbury. On n'en sait rien, on n'en a pas la preuve. Il se disait aussi que comme il était très malin, il s'était fait passer pour mort, et son rêve était, sur la fin de sa vie, de partir en Amérique et de tirer un trait sur toute sa carrière politique et militaire, et mener une vie à s'occuper de ses abeilles. Or, à l'île de Sainte-Hélène, il était tombé amoureux d'une Américaine, Betsy, je ne sais plus son nom de famille, qui était partie après aux États-Unis, en Louisiane. Et on sait que cette jeune Américaine vivait là-bas avec un monsieur très âgé, qui se faisait appeler Monsieur Abeille. Alors, est-ce que c'était lui ou pas? On ne sait pas, on n'a jamais su. Tout cela montre qu'il y a même autour de sa mort beaucoup de mystères. Alors la réponse, vous me direz, elle serait assez simple. Ça serait d'ouvrir le tombeau, et puis de faire les examens sur la dépouille, qui paraît-il est extrêmement bien conservée, parce qu'il y a 5 cercueils les uns dans les autres, dans un vrai sarcophage. Et sauf que toutes les demandes qui ont été faites auprès du Conseil d'État depuis maintenant des 2 siècles, bientôt, n'ont jamais été acceptées par la France. Pour quelle raison? Imaginons qu'on découvre que c'est pas lui. Le musée, Eh ben, il est où? okay. Du coup, problème. On vient rendre hommage à un tombeau où c'est un inconnu qui est dans le tombeau. Imaginons que c'est pas lui, mais que donc probablement on a enlevé son corps. Il est où alors? Faire des recherches. Il est à Londres. Problème avec nos amis anglais.
Imaginons que c'est bien lui, mais qu'on examine son dépouille et qu'on découvre que dans l'estomac, il y avait une grande quantité, dans son corps, dans son organisme, d'arsenic. Donc il aurait été bien empoisonné. Donc pour toutes ces raisons-là, on préfère pas regarder. C'est nul. Alors, Napoléon, son bilan est mitigé. Parce que d'un certain côté, les Français, et pour beaucoup de Français, ils étaient en admiration devant cet homme courageux, etc., conquérant. C'est vrai qu'il a profondément réformé la France et que beaucoup d'institutions françaises encore aujourd'hui sont issues de son action. Le lycée, celui qui l'a créé, le baccalauréat, la Banque de France. Énormément de choses en France ont été créées sous son impulsion. Mais bon, le bilan des guerres napoléoniennes, c'est 5 millions de morts. La seule Révolution française a à peu près généré 400 000 morts. C'est déjà sacrément lourd. Les guerres napoléoniennes, 5 millions. À rapprocher de la guerre 14-18, que l'on va voir en histoire, qui va en faire 10, le double. Ou de la Seconde Guerre mondiale, qui va en faire 50. C'est la pire hécatombe dans l'histoire de l'humanité. 50 000. 10 fois plus que les guerres napoléoniennes. Alors, il y en a qui détestent Napoléon, il y en a qui l'admirent, il y en a qui ont un bilan mitigé sur... Dans tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'après son règne, la France va perdre un leadership. Elle était devenue une puissance internationale importante. On parlait le français dans toutes les chancelleries, dans toutes les ambassades du monde, c'était la langue internationale. Et après Waterloo, les États-Unis d'Amérique, qui étaient très francophiles, parce que la Louisiane, tout ça, on parlait français, le Canada, on parlait français, ils étaient très francophiles parce qu'ils s'étaient libérés du joug anglais, c'était une colonie anglaise pour une grande partie de son territoire, et cette guerre d'indépendance avait été soutenue par la France, donc ils aimaient les Français. Et il y avait eu un débat aux États-Unis pour savoir si la langue officielle des États-Unis d'Amérique allait être le français ou l'anglais. Et quand le débat a eu à Philadelphie, peu après la bataille de Waterloo, quand ils ont vu que c'était les Anglais qui avaient remporté la victoire, et que les Anglais étaient maîtres des mers avec leur commerce, avec leur flotte dans le monde entier, ils ont dit, bon, bah, finalement, on va prendre l'anglais. Mais s'il avait remporté la bataille de Waterloo, eh bien, ça aurait été le français, qui aurait été peut-être la langue mondiale, ce qui aurait été plus simple pour vous. Mais bon, maintenant, c'est l'anglais. Voilà. Alors, après Napoléon, il y a retour des rois. Non, il y a Louis XVIII, qui était un neveu de Louis XVI, qui était très impotent, qui va venir quelques années. À sa mort, va succéder Charles X, qui va vouloir rétablir la monarchie dans tout ce qu'elle a de pouvoir absolu, ce que les Français ne vont pas accepter. On n'a pas fait la révolution. Avec Napoléon, on avait quand même des libertés, on avait la liberté de presse. Napoléon offrait à tout le monde la possibilité de devenir riche et noble, ce que ne permettait pas l'Ancien Régime. On était noble de naissance, mais on ne le devenait pas par mérite. Napoléon avait créé une élite, une aristocratie du mérite. Donc ça plaisait beaucoup aux Français. Alors quand Charles X va rétablir l'Ancien Régime d'avant la Révolution française, le peuple de Paris va s'insurger de nouveau. Il va descendre dans les rues de la capitale en 1830 et renverser Charles X. À sa place, les monarchistes vont mettre un autre roi, Louis-Philippe, plus modéré, plus libéral, qui va reprendre les couleurs de la France bleu, blanc, rouge, qui étaient les couleurs de la Révolution et de Napoléon, parce que sous Louis XVIII, Charles X, on était revenu au drapeau blanc avec les petites fleurs de lys dorées. Donc là, il remet les symboles de la France, et puis la liberté, égalité, fraternité. C'est Louis-Philippe qui fait revenir en France la dépouille de Napoléon. Donc il fait ami-ami avec les bonapartistes, et puis il donne des cadeaux, plus de libéralité, de liberté à la presse, aux bourgeois. Donc il est assez bien vu, mais quand même pas suffisamment, parce que les Français vont s'insurger de nouveau, nouvelle petite révolution en France et une révolution conséquente à Paris, en 1848. Il renverse Louis-Philippe en disant non, on ne veut plus du tout des rois, on veut la République. Donc on se retrouve comme en 89. Et
à cette occasion, je te donnerai la parole après, Pierre. À cette occasion-là, quand ils ont la prise de pouvoir, ils décident d'organiser des élections. Et à l'occasion de ces élections, il y a quelqu'un qui se présente et qui s'appelle Louis-Napoléon Bonaparte, qui est le neveu de Napoléon Ier, le fils de son frère Jérôme. Et lui, il va venir dire, écoutez, donc c'est celui qu'on voit sur le portrait, avec une moustache comme ça, là, et puis un petit bouc. Et Napoléon III, futur Napoléon III, pour l'instant il s'appelle Louis-Napoléon Bonaparte, il va dire, moi je veux bien être votre président, et je vais rétablir la République, puis vous savez, je suis le neveu de l'oncle qui a donné tant de grandeur à la France, je veux rendre la grandeur à la France. Les Français vont voter pour lui, parce que beaucoup vont croire en lui. Et il va être 4 ans président, ça va être la deuxième République française, après la première qui était celle de la Révolution française. Et au bout de 4 ans, quand son mandat se termine, il va décider de prendre le pouvoir en faisant un coup d'État, qu'il va officiellement faire approuver par un référendum, c'est-à-dire tous les Français vont voter pour dire « Est-ce que vous voulez que je devienne votre empereur ?» Alors, est-ce que les résultats étaient sincères ou truqués? Il y a un débat là avec les historiens. En tout cas, les Français disent oui, et une bonne partie de la population peut effectivement avoir sincèrement voté pour qu'il y ait un retour de l'Empire, parce qu'ils avaient la nostalgie d'une époque où la France était rayonnante dans le monde entier, à tout point de vue, et donc du coup, économiquement, politiquement, militairement, hélas. Et donc, Napoléon III va revenir au pouvoir. Alors, il va se faire appeler Napoléon III, parce que Napoléon Ier avait un enfant, Napoléon II, qu'on surnommait l'Aiglon, qu'il avait eu avec une Autrichienne, qui avait été l'impératrice, Marie-Louise, et il va décéder à 20 ans d'une maladie, là aussi, est-il mort de mort naturelle ou empoisonnée, on n'a jamais trop su. Et la dépouille de Napoléon II est aux côtés de son père, Napoléon Ier, aux Invalides, dans la basilique des Invalides. Donc Napoléon III, lui, il va se faire sacrer empereur. Alors, le bilan de Napoléon III, il va changer beaucoup la France. C'est-à-dire que c'est l'époque, vous le verrez, j'ai mis un petit film là, Il était une fois l'homme. Il y a plein d'inventions qui vont surgir. La machine à vapeur, qui va remplacer les chevaux. Donc la navigation à moteur qui va se développer, les chemins de fer, l'industrie qui va se développer de manière conséquente par ces machineries. Il va y avoir beaucoup de progrès, la presse va se développer dans le monde entier, et surtout en France et en Europe, bien sûr. Et Napoléon III va jouer la carte des colonies. Et il ne va plus vouloir faire la guerre en Europe. Il va aller en Afrique, en Amérique, pour établir des colonies. C'est comme ça que l'Algérie va devenir française, le Maroc, etc. Mais sur la fin de son règne, alors autre chose importante sous Napoléon III, Paris va changer complètement, mais pas que Paris, Lyon, Bordeaux, toutes les villes vont être rasées au niveau des vieux quartiers qui pour la plupart remontaient au Moyen-Âge, et transformées en de belles avenues, sous l'effet d'un ingénieur français qui s'appelait le baron Haussmann. Et donc tout ce que vous voyez à Paris, les grandes allées, les grandes avenues, pareil à Bordeaux, à Lyon, dans les grandes villes, c'est sous l'époque de Napoléon III. Alors il y avait une raison à ça, c'est que quand Napoléon III va se retrouver au pouvoir, il y avait eu avant lui plusieurs révolutions. La révolution 1789, 1840, 1830, 1848, et à chaque fois ce qui prenait corps dans une révolution, c'est que les Parisiens y montaient des barricades. Vous savez ce que c'est des barricades? C'est pas des sortes de bunkers? Alors, si tu veux, des barricades, c'est, oui, on se protège comme dans des bunkers, mais en enlevant les pavés des routes, en mettant du bois, et on fait des petites montagnes, et on se protège derrière pour barrer la route, et ça faisait carrément des camps retranchés qui étaient difficiles pour la police ou l'armée de prendre d'assaut. Et donc il avait créé ces avenues, d'une part pour que les circulations soient plus fluides, et pour si jamais il y avait de nouveau des révolutions, eh ben, on mettait des canons dans l'axe, et hop, on dégageait la voie, et terminé, il n'y avait plus de révolution. Donc il y avait ça aussi derrière. Bon, c'était la période de l'Empire, du Second Empire, on l'appelle comme ça. C'est une période où il y a des progrès dans certains domaines, mais où il y a une grande répression politique, policière, et il y a un écrivain qui va s'insurger contre Napoléon III,
très célèbre, dont on écrit régulièrement des citations dans le cahier du jour. Un écrivain qui a écrit un ouvrage remarquable qui s'appelle Les Misérables. Et c'est Victor Hugo. Victor Hugo, très bien. Et Victor Hugo, il va quitter la France pour se réfugier sur une île anglaise, à Guernesey. Et puis il va écrire des pamphlets, c'est-à-dire des textes très critiques et attaquant Napoléon III, qui surnommait, parce qu'on appelait Napoléon Ier Napoléon le Grand, et lui le surnommait Napoléon le Petit. Voilà. Et bien Napoléon le Petit, sur la fin de son règne, il va commettre une énorme erreur. Il va vouloir, comme ça avait bien réussi ses affaires aux colonies, il va vouloir déclarer la guerre à la Prusse, qui était l'Allemagne. À l'époque, ça s'appelait la Prusse. Et il va dire, bon, je vais faire comme mon oncle, je vais aller donner une bonne leçon aux Prussiens. Et c'est en 1870 qu'il décide de déclarer la guerre à la Prusse. Sauf que ça tourne en fiasco complet. Et à la première bataille qui a lieu, à Sedan, les Français ont une déculottée, ils sont complètement battus à plate couture. Et Napoléon III est fait prisonnier. Tout. Eh ouais. Et donc il est fait prisonnier, il va réussir à négocier sa libération, il va se retirer et finir pitoyablement à Londres. Du coup, les Prussiens envahissent la France, mais Paris refuse de se soumettre aux Prussiens et il décide de se battre contre les Prussiens. Et dans cette révolte contre les Prussiens, il va y avoir une énième et vraiment grande révolution qui va faire hélas énormément de morts. C'est ce qu'on appelle la Commune de Paris. Vous le verrez sur la petite sur la vidéo, les vidéos que je vous enverrai, les liens sur internet. La Commune de Paris, c'est la commune insurrectionnelle, c'est-à-dire les habitants de Paris disent non, nous on ne veut pas et on va se battre. Et on ne veut pas parce que le pouvoir qui avait succédé à Napoléon III, c'était de nouveau des royalistes qui avaient fui Paris sous l'invasion des Prussiens, s'étaient réfugiés à Versailles, on les appelait les Versaillais. Et les Versaillais, ben, ils voulaient signer la paix avec la Prusse. La paix était chèrement payée parce qu'une partie de la France était coupée et donnée aux Prussiens. C'était l'Alsace et la Lorraine. Et il fallait verser beaucoup d'argent, de dommages de guerre. Et les Versaillais, ben, ils voulaient rétablir un roi. Donc, comme le peuple de Paris ne voulait plus de la monarchie, se sont révoltés, ce qu'on appelle la Commune de Paris, qui va être réprimée dans le sang, non pas par les Prussiens, mais par les Français, qui étaient royalistes. Donc on peut dire que c'est la dernière grande guerre civile qui a eu lieu en France. Vraiment, la Commune de Paris. Et donc dans le sang, elle va être réprimée. Les royalistes vont reprendre le pouvoir à Paris, faire la paix avec les Prussiens, et ils vont vouloir remettre un roi. Problème, au niveau des descendants des rois de France, il y a deux branches qui sont rivales et qui peuvent prétendre au trône. Mais il y en a un qui est âgé, il suffit d'attendre qu'il meure pour que le prétendant de l'autre branche prenne le trône. Donc les royalistes qui sont en place vont organiser des élections en disant bon, on va attendre un peu, on va encore rester une république pour quelques années, en attendant que le bon roi soit apte à régner. Et pour l'instant, on reste encore une république, mais voulant devenir une monarchie. Les élections ont lieu, il y a une majorité de députés, hein, l'Assemblée nationale, qui sont monarchistes. Bien. Et ils mettent un président fantoche et général MacMahon, qui était monarchiste, mais militaire, bon, ils mettent en place. Et puis, les mois deviennent des années, il met du temps à décéder, le rival du prétendant du roi, et on organise de nouvelles élections. Parce qu'au bout de 4 ans, on fait de nouvelles élections. Et voilà qu'à la faveur de ces nouvelles élections, la majorité qui était monarchiste devient minorité, et c'est des républicains qui deviennent majoritaires. Donc du coup, cette république nouvelle qui avait été créée sur les cendres de la guerre de 1870, donc de la Commune de Paris, cette chambre parlementaire de députés va devenir républicaine. Et la Troisième République va naître jusqu'à la guerre de 39-45. Ça va être la plus longue histoire de la République française.
et c'est elle qui va connaître la guerre 14-18 dont on parlera, etc. Donc tout ça pour vous dire que cette époque très tourmentée du 19e siècle, qui a vu beaucoup de révolutions, de guerres, etc., c'était une époque, nos aïeux en ont vu, hein, des événements. Nous, c'est pas grand-chose qu'on connaît dans notre époque actuelle, hein, avec le coronavirus, tout ça, ça crée des morts, mais c'est rien à côté des drames que nos arrière-grands-parents ont connus sous l'époque de Napoléon, sous l'époque de la guerre 14-18, dont on parlera la prochaine fois, sous l'époque de la Seconde Guerre mondiale, dont on parlera la fois suivante. Voilà. C'est déjà beaucoup de morts. Énormément de morts. Ça veut dire qu'on a encore 63 millions. Ouais, et on est 63 millions. Oui, parce qu'heureusement, il n'y a pas que des morts sur Terre, il y a aussi des bébés, des enfants qui viennent, qui naissent. Il y a l'amour et la vie qui est plus fort. Tu voulais poser une question tout à l'heure, Pierre? Non, c'est pas une question, mais juste, ma grand-mère, elle m'avait dit que le drapeau français, il était bleu, blanc et rouge, parce que le bleu, c'est comme la fleur du bleuet, le blanc, c'est comme la farine, et le rouge, c'est comme le coquelicot. Alors, c'est très poétique, c'est très beau, c'est très vrai. La réalité est un peu différente. C'est que le blanc, c'était la couleur du drapeau français au temps des rois de France. Le rouge, c'était la couleur des bonnets phrygiens, la couleur des révolutionnaires. Et le bleu, c'était la couleur de Napoléon, les armées de Napoléon étaient en bleu, les bonapartistes, on les qualifiait de bleu. Donc le bleu, blanc, rouge, c'était, et c'est Louis-Philippe qui va le consacrer en disant c'est le drapeau de la France, parce qu'il représentait les trois composantes de la France de l'époque. Maintenant, il n'y en a plus vraiment trois, mais à l'époque, tu avais les bonapartistes, les royalistes et les républicains. Maintenant, on dirait plus qu'il n'y a plus que deux, on dirait plus qu'il y a bleu et rouge, quoi, la gauche et la droite, si tant est que ça a encore beaucoup de sens aujourd'hui. Voilà. Esaïe? Je regardais là, et il n'y a pas une légère tromperie au niveau d'Adolf Hitler, parce que ça dit qu'il est né en 1797 et mort en 1877. Ouais, alors là, on n'en est pas là. On en est. C'est la Seconde Guerre mondiale, on verra ça une fois prochaine. Non, c'est pas ça qui est dit. Je vois pas où tu vois ça. Adolf Hitler, là? Ouais, et ben. 1797, 1877. Bon, écoute, je vois pas ça sur la frise, moi. Ah. Je regarde peut-être pas la même chose que toi. Mais de toute façon, la Seconde Guerre mondiale, Hitler est mort en 1945, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet du jour. Le jour de son anniversaire en plus, il est mort. On en reparlera. Bien, pas d'autres questions sur l'histoire? Donc vous lirez la fiche que je vous ai envoyée en photocopie, enfin par email. Mais je vais peut-être vous le tirer en photocopie pour vous là aujourd'hui. Où il est marqué de 1815 à 1914. Et la fois prochaine, on parlera de la Première Guerre mondiale, 14-18. Et après, on verra. 4 ans et 6 ans quand même, la guerre mondiale. Ouais. Bon, allez, merci de votre attention. On va arrêter la chose. Hop là.